Bon, alors on va pousser sur le bouton. Attendez. Ah oui, il chahute. Voilà, je vous propose de doucettement commencer cette conférence sur la médiumnité. En fait, c'est vrai que le titre est un petit peu rigolo en disant, ben voilà, la médiumnité aujourd'hui un drôle de métier. Drôle certainement, donc intéressant certainement également, et puis particulier, c'est le moins que l'on puisse dire. Moi, j'ai intitulé ma conférence un drôle de métier. J'ai eu l'occasion de voir quelques reportages dernièrement à la télévision où la médiumnité et la voyance est un petit peu décriée. Et j'étais un petit peu, je vais dire, non pas déçu, mais interpellé par certains reportages qui plutôt nous prenaient pour des gens qui étaient des grands manipulateurs ou des grands arnaqueurs. Donc voilà, je ne citerai pas ni la chaîne, ni le reportage, mais j'ai trouvé ça un petit peu indélicat de la part de certaines télévisions de nous montrer tels que nous ne sommes pas. Même si parfois, effectivement, il y a encore dans ce métier un peu de manipulation peut-être, un peu d'arnaque peut-être, mais bon, je pense que dans tous les métiers, moi j'ai vu un reportage dernièrement sur les plombiers, où effectivement, le plombier vient à la maison et vous demande pour une chasse d'eau 800 euros, des trucs ainsi. Donc voilà, je pense que dans chaque métier, il y a une forme de manipulation. Et je suis un peu interpellé chaque fois quand je vois ce genre de reportage qui ne met en évidence que les personnes voilà, qui manipulent. Il y a aussi toutes celles qui font leur travail d'une façon honnête, et moi je prétends être celle aussi qui fait son travail honnêtement. Donc je me permets aujourd'hui de m'adresser à vous en tant que tarologue, numérologue. Je suis également praticien en psychothérapie et je suis voyant et médium, c'est-à-dire que je travaille sur les photos de gens vivants et également sur les photos de gens décédés. Alors il est vrai que si on veut un petit peu parler de mon parcours de vie, parce qu'il est important parfois un petit peu de discuter ensemble sur un parcours de vie que l'on a, sur un chemin de vie comme on appelle en voyance également, c'est de dire que mon parcours de vie à moi personnellement est assez atypique et que c'est à cause ou grâce à des problèmes de santé que la médiumnité et la voyance se sont réveillées. Je pense que quelque part dans mon passé enfant et adolescent, la médiumnité et la voyance étaient présentes, mais étant donné que je vivais dans une situation familiale assez particulière, je pense que parler aux parents, parler aux tantes et parler aux parrains du fait que je parlais à des amis invisibles, c'était peut-être pas le bon plan à l'époque. Donc, quelque part, on cachait ce genre de choses, même s'il y avait l'impression, moi en tout cas en tant qu'enfant et adolescent, que oui, j'entendais des voix, oui, je ne me sentais pas à ma place, mais comment en parler par rapport à des parents ou une famille qui, quelque part, envisage pour vous peut-être une forme de carrière, en tout cas envisage pour vous non pas un changement dans votre façon d'être, mais une continuité. Alors la continuité, moi j'ai été contre. Donc en psychologie, on peut appeler ça agent de changement, on appelle ça comme on veut, mais oui, effectivement, à un moment donné, on ne peut pas aller contre, et je n'ai pas été contre, et j'ai laissé venir les choses, et effectivement, ça me permet aujourd'hui de développer ses compétences, ses capacités, on va appeler ça des dons, c'est comme on veut, et de voir qu'aujourd'hui, je peux apporter aux personnes qui viennent me trouver des éléments qui leur permettent d'avancer dans la vie, des pistes, en tout cas de travail. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire de la magie, loin de là, mais je peux en tout cas orienter les personnes et les conseiller vers tel ou tel chemin. Je pense que c'est aussi une tâche essentielle à faire et que l'aide ou la relation d'aide que l'on peut apporter aux personnes qui viennent nous trouver est très intéressante, et c'est toujours des échanges, et il est clair que la personne sortant de la consultation également, c'est un peu son libre arbitre de suivre non pas les conseils, mais la possibilité d'avancer dans la vie. Donc je me permets d'être quelqu'un qui joue un rôle également de thérapeute envers les personnes qui viennent à la maison. Pour revenir également à ce côté voyance et médiumnité, il s'est développé, je vais dire, à cause ou grâce à des problèmes de santé. Alors l'histoire, je ne vais pas vous la raconter en détail, mais simplement, à un moment donné, la médecine allopathique m'a dit, écoute André, voilà, on ne sait plus rien faire pour toi, merci, au revoir, et un de ces jours peut-être. Donc André, qu'est-ce qu'il fait ? Pour commencer, on pleure énormément parce qu'on se rend compte que d'une certaine manière, on n'est plus aidé. Donc, si on n'est pas aidé par la médecine traditionnelle, que faire? Où aller? Et c'est à ce moment-là, quelque part, qu'on a eu envie, qu'on a eu la bonne intuition, sans doute, ou même certainement, d'aller voir ailleurs la manière de pouvoir quand même arriver à comprendre la raison pour laquelle cette maladie continuait à persister. Alors, ça demande également un travail sur soi.
mais ça demande également d'aller trouver des personnes, parfois, qui parlent d'énergétique, qui parlent de Reiki, qui parlent de voyance, qui parlent de régression, qui parlent de rapport à la mère, de rapport au père, enfin bref, de personnes qui, quelque part, ne sont pas des médecins attitrés, mais ce sont des personnes de bons conseils et qui vous permettent également d'avancer, en tout cas, de tenter de comprendre la raison pour laquelle, effectivement, ce problème est récurrent. La médecine ne sachant plus rien faire, on s'est dirigé donc vers les techniques énergétiques. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer à ce moment-là des personnes qui, quelque part, m'ont aiguillé, m'ont aidé. Je ne suis pas encore tout à fait guéri, on va dire ça ainsi. Mais en tout cas, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses et par rapport en tout cas à des rapports familiaux bien précis, de mettre en place des stratagèmes et des systèmes qui me permettaient moi de sortir quelque part de quelque chose qui m'était imprégné depuis longtemps et qui me collait à la peau et dans lequel je m'étais gangréné d'une certaine manière. Donc grâce, je vais dire, à des personnes qui travaillaient pour le Reiki, qui travaillaient en voyance, qui travaillaient en médiumnité. Moi j'ai rencontré Christiane Berland, qui est une femme extraordinaire, qui écrit des livres, je veux dire avec cet aspect et ce talent de l'écriture intuitive. Donc j'ai rencontré des gens comme Pascal Riolo, enfin bref, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont fait comprendre comment avancer dans la vie. Maintenant, je vous dis à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait guéri. Il y a eu une rechute début janvier, donc hospitalisation et tout type. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est pas mal pour un bien également? J'en suis arrivé parfois à ce genre de conclusion, sachant aujourd'hui que le suivi médical se fait. Pourquoi? Parce que moi, hospitalisé, j'ai tapé sur le clou et insisté pour que les médecins soient au taquet et que j'ai un suivi après l'hospitalisation. Alors évidemment, c'est de l'énergie que l'on met là-dedans, et puis alors, c'est aussi revenir à la maison, et puis alors continuer les projets que l'on a, et de nouveau repuiser dans l'énergie, et ainsi de suite, et être aujourd'hui face à vous, et être bien content en tout cas de pouvoir vous parler, parce que ça me fait toujours bien plaisir de parler d'énergétique, de voyance et de médiumnité. Et s'il y a des questions à poser durant l'intervention, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est quand même un parcours de vie très très atypique, dans lequel, quelque part, à un moment donné, on s'est retrouvé, parce que mon épouse également, comme par hasard, on s'est retrouvé entre guillemets agent de changement. C'est-à-dire que soit on appliquait le modèle établi et on était comme on nous avait enseigné d'être, alors à un moment donné, on s'est découvert autre chose, autrement, différemment, et on a développé ce pourquoi on était fait. Ce pourquoi on était fait, c'est la médiumnité, c'est la voyance, c'est le Reiki, c'est la tarologie. Effectivement, ça ne rentre pas dans les critères familiaux, loin de là, mais ça rentre dans les miens. Donc, soit je choisis d'être comme la tantine, ou le tonton, au secours, ou alors je me dis, ok, je trace mon chemin. Alors, il faut savoir aussi qu'en numérologie, on a tous une date de naissance. Si on veut décomposer la date de naissance et arriver à comment grouper le nombre, si vous avez un 14 par exemple, c'est plus 4 égale 5, donc le chemin de vie, si c'est votre 5, votre nombre 5, quelque part au niveau des tables numérologiques, ça a un sens, ça veut dire il y a des pistes à trouver par rapport à ça. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on agisse, à un moment donné dans le cadre de notre vie, il y a des choses qui sont inscrites. Moi j'ai beau faire ce que je veux, j'ai beau dire je mettrai comme maçon, n'importe quoi, même si je ne suis pas Manuel Vaudessous, mais pourquoi pas essayer. Mais la voyance, la médiumnité, les soins énergétiques vont quand même revenir. Donc j'aurais beau faire ce que je veux pour aller contre, quelque part ça revient. Donc si ça revient malgré mon opposition et mon déni, c'est que ça veut dire quelque part que c'est inscrit et que je dois continuer à travailler de cette manière-là. Maintenant, ça ne correspond pas du tout à la famille. Alors là, loin de là. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, quelque part, la satisfaction arrive également par rapport au parcours effectué, par rapport également à la mise en place de ces situations et par rapport au retour que je peux avoir des gens que j'ai à la maison. C'est quelque chose d'assez riche et quelque part, c'est pas une question de finance, c'est pas une question de richesse ni de rouler en Lamborghini, même si quelque part un jour, pourquoi pas, jaune alors, mais c'est aussi de recevoir le merci des personnes, c'est de recevoir une forme d'empathie, une forme je veux dire, de reconnaissance, même si on ne cherche pas à être célèbre et à passer sur RTL demain, mais quelque part, si les gens sortent de chez vous et sortent avec un grand sourire et vous disent merci, je pense que le pari est gagné sur le travail à effectuer avec cette personne.
Donc, je peux m'estimer quand même content, même si pendant bien longtemps, oui, effectivement, aller contre ce modèle familial établi était extrêmement compliqué. Et je ne vous raconte pas les remises en question, les reproches, les ci, les ça que l'on recevait de la famille qui, elle, était d'une conformité extraordinaire. Ils n'avaient pas de défauts, c'est moi qui les avais. Quelque part, je remarque qu'à l'heure actuelle, certains couples sont divorcés, moi pas. Il y a eu ça foiré à gauche, foiré à droite, moi pas. Donc, d'une certaine manière, je n'avais pas tout à fait tort. Donc voilà, un petit peu le parcours. Si vous avez des questions, intervention, témoignage, non, rien. Non, j'aurais madame qui opinait du bonnet, mais ok, on est d'accord par rapport au parcours. Oui. Une question. Comment est-ce que ça fonctionne en fait? Par exemple, on vient vous voir, vous avez quoi? C'est des intuitions qui viennent? C'est par rapport à ce que vous voyez en nous? C'est par rapport à ce qui vous vient? Voilà une bonne question. Il y a de tout ça. Merci. Oui, en fait, le principe est le suivant. Donc, je reçois quelqu'un en consultation. Admettons, vous venez pour un tirage de tarot. OK. Donc, dans mon tarot, il y a donc l'image et la numérologie. Donc, il y a l'image qui donne ça peut être par exemple un passage, un bateau qui donne l'image d'un passage, c'est symbolique. Et puis alors, comme je travaille avec un jeu de 22 cartes, donc j'ai de 22 lames, donc j'ai de 1 à 22. Donc je fais le rapprochement avec, pour commencer, l'image et la numérologie. Et puis effectivement, oui, il y a aussi le ressenti, effectivement, oui. Je peux dire des choses, par exemple, à un passé de quelqu'un sans le connaître, c'est exact. Alors comment ça se fait? C'est une bonne question. Mais c'est exact. Donc il y a plusieurs éléments qui interviennent. Donc si vous venez en consultation, pour un tirage de tarot par exemple, soit vous venez pour une question pour vous avec le tirage de tarot seul, ou alors si c'est pour une personne, c'est avec la photo de la personne seule ou le tarot accompagné. Les deux fonctionnent. Et par rapport à votre demande, oui, j'aurai des ressentis par rapport à qui vous êtes, par rapport à... Oui, durant le tirage et peut-être même avant, oui, c'est exact. Donc il y a plusieurs éléments qui interviennent. Il y a le ressenti par rapport à la personne, ce que je ressens, ce que moi je fonctionne par rapport parfois aux différents chakras, donc je ressens des choses par rapport aux chakras, je ressens des choses par rapport à l'ambiance de la salle, par rapport aux personnes interpellées, aux personnes tristes, aux personnes joyeuses, aux personnes qui sont ok, j'opine du bonnet, etc. J'observe énormément et puis c'est vrai que lorsque j'ai un peu de temps libre, c'est vrai que je me connecte à certaines personnes qui passent et que je ressens des choses par rapport à leur fonctionnement, par rapport à comment ils sont, c'est exact. Tout à fait. Donc il y a plusieurs éléments qui interviennent, oui, oui. Alors comment ça se fait? Je pense qu'on est tous un petit peu dans cet aspect d'intuition et de ressenti. La seule chose, c'est qu'on ne se laisse peut-être pas assez faire par rapport à ça et que l'intuition, on l'a. D'ailleurs, on dit souvent que l'intuition est le premier truc qui marche. C'est l'intelligence, c'est la mémoire après qui se met en route. C'est le cerveau qui commence à combiner des trucs. Et quand on rentre dans le mental, effectivement, c'est compliqué. Mais si vous avez une intuition pour quelque chose en général, si vous croisez quelqu'un et que vous sentez que ce quelqu'un est une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est votre intuition la première qui fonctionne. C'est même votre aura qui touche l'aura de l'autre personne et au niveau électromagnétique, vous sentez directement si c'est OK pour aller boire un verre avec elle ou pas. Et vous le ressentez, vous avez raison. C'est votre intuition première qui est exacte. Après, évidemment, vous pouvez mettre en branle votre cerveau qui peut partir à ce moment dans tous les sens. Et peut-être vous dire, c'est quand même dommage qu'il ne ressemble pas à Brad Pitt. Oui, effectivement, c'est possible. Mais au départ, c'est l'intuition la première qui fonctionne. Donc oui, par rapport à un tirage, pour répondre à votre question, il y a la tarologie, la numérologie qui interviennent, plus effectivement le ressenti que j'ai par rapport aux gens. Ça peut aider. Bon, voilà. De rien. Alors vous parlez de voyance, effectivement, il y a quand même des choses à dire par rapport à la voyance et la médiumnité, puisque la voyance, on travaille avec des outils divinatoires. Alors qu'est-ce qu'un outil divinatoire? C'est un tarot de Marseille, c'est un petit Lenormand, c'est le tarot d'Élès que j'utilise, ça peut être le pendule, ça peut être la numérologie, ce sont ce qu'on appelle des outils divinatoires. Maintenant, il y a aussi l'impression, la première, par rapport à une personne, le flash que l'on peut avoir par rapport à une personne qui fait aussi qu'on est peut-être déjà dans une situation d'empathie avec la personne. Ça peut arriver, ça demande de l'observation, oui, mais pas que, ça demande aussi le ressenti ou le travail de l'intuition pour vraiment avoir le bon ressenti au bon moment. Observer les gens, prendre le temps d'observer les gens, c'est important. Et puis prendre le temps aussi de sortir de chez soi pour retrouver les gens de son entourage et peut-être recôtoyer les personnes avec qui l'on peut vivre, nos voisins.
Chez moi, on fait des fêtes des voisins pour qu'on aide mon voisin. C'est un peu cucul la praline, mais voilà. Donc, renouer avec soi-même de manière à renouer avec autrui et retravailler l'observation, la sensation, l'intuition. On l'a à différents niveaux. Moi, je l'ai peut-être plus que les autres, c'est possible. Mais rien n'empêche de travailler l'intuition et de vous connecter sur quelqu'un comme ça pour un peu ressentir quelque chose, ne fût-ce que par rapport à l'aura, aux couleurs. Enfin, il y a plein d'éléments qui permettent un petit peu de se connecter à quelqu'un. Certaines personnes perçoivent l'aura de quelqu'un, soit c'est la couche grise qui fluctue au niveau du corps physique, soit certaines personnes perçoivent les couleurs. Et chaque couleur veut dire quelque chose, le rouge, le jaune, le vert, etc. Tout comme les 7 chakras, à chaque chakra, il y a une couleur, une glande endocrine, une note de musique, ce genre de choses. Donc oui, effectivement, on peut très bien se connecter au chakra de base, qui est le chakra rouge, et on peut dire à la personne, mais pour le moment, il me semble qu'au niveau de ton chakra de base, c'est pas la joie, je te conseille de mettre une couleur rouge qui permette de t'aider et d'avancer dans la démarche, par exemple. Pardon, bonjour, oui. Vous parliez des couleurs, là, de l'âme et de tout ça. Pour vous, à quoi correspond la couleur mauve? La couleur? Mauve. Pour moi, la couleur mauve, c'est la spiritualité. Quand dans un jeu de cartes ou dans je sais pas, un jeu de cartes ou une couleur que vous percevez, si vous avez cette couleur mauve, on dit souvent que la couleur mauve, c'est la spiritualité. Moi, j'ai une carte, par exemple, dans mon jeu, qui est mauve avec, et jaune avec une sorte de flash. Je l'interprète en disant qu'il y a la spiritualité qui existe puisque la couleur mauve, mais également le jaune, c'est l'estime de soi. Donc la spiritualité, oui, effectivement, si vous avez ce genre de couleur que vous percevez fréquemment, possible que vous soyez quelqu'un qui spirituellement soit engagé. Maintenant, il faut gérer ça, il faut voir comment vous voulez faire ça. Il faut être toujours bien ancré avec soi-même et pas dans le doute. Alors ancré, ça veut dire dans la matière, l'ancrage dans la matière est très facile à faire dans la mesure, il suffit d'être assis, enfin il suffit, on est assis, on met donc les pieds à plat à terre, on met les mains sur les genoux, on ferme les yeux, et on laisse alors à ce moment-là, on laisse partir, on a l'image de racine qui démarre de la plante du pied et qui s'enracine dans le sol, et on travaille son ancrage. Maintenant, si vous avez parfois mal aux jambes, mal au dos, mal aux genoux, ça c'est l'ancrage qui est défectueux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous avez ce genre de sensation, il est important de mettre une couleur rouge, parce que c'est le chakra de base et c'est le chakra rouge. Et la couleur rouge, ça peut être une pierre de soin, un foulard, un bracelet, un vêtement rouge. On ne dit pas d'être rouge pinson, non plus d'être boum, non plus, mais simplement mettre une pierre de soin qu'on doit nettoyer, qu'on doit recharger et qu'on met en poche ou sur sa table de nuit, de manière à ce que votre chakra de base soit important. Et alors, le chakra également qui est important, c'est l'estime de soi. La travailler, mettre aussi des vêtements ou des couleurs jaunes, mais travailler son estime de soi. À partir du moment où vous avez ce genre de compétences, ça veut dire que vous percevez des choses. Donc ça veut dire aussi que vous pouvez aller plus loin dans votre démarche. Rassurez-vous, il n'y a pas de danger et vous ne serez pas maudite par la famille. Hein? Voilà. Pardon? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend parce que oui, on peut s'en moquer complètement. Tout dépend de l'influence, tout dépend de la manière dont c'est dit, dont c'est entendu, dont c'est géré aussi. Moi, je sais pertinemment bien qu'il valait mieux qu'on soit complètement un genre de changement que de tenter d'être entre les deux eaux et de s'en aller à un moment donné et de quitter le nid familial pour vraiment ne plus y revenir ou très peu, parce que l'influence était négative. Et tant par rapport à mon épouse que moi-même, c'était négatif. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand mon père est décédé, en 2 mots, mon père est décédé le premier et ma mère a conservé tous les vêtements de mon père. C'est-à-dire que dans toutes les pièces, il y avait la trace de la vie de mon père. Le problème, c'est que mon père était décédé. Okay. Donc quand on allait chez elle, au niveau énergie, c'était extrêmement bas, puisqu'elle conservait le veston, même avec le paquet de cigarettes dans la poche, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on a fait quand ma mère est décédée? On a purifié la maison. On a purifié la maison avec de l'encens de purification précisément, et nous avons prié dans cette maison, parce que ma mère était quelqu'un aussi d'assez dangereux au niveau du comportement. Enfin bref, nos mères et nos belles-mères n'étaient pas des cadeaux, on va dire ça comme ça, en gros. Mais alors, on était gâtés. Donc ce qu'on a fait, donc on a purifié la maison, donc ce qui veut dire qu'on a mesuré le taux vibratoire de la maison, qui était très bas puisque c'était limite mouroir, et alors on a purifié de l'encens de purification partout. On a laissé agir, on a fait des courants d'air, on a chassé les mauvaises énergies, on a prié dans cette maison,
On a remonté le taux énergétique et 15 jours plus tard, la maison se vendait. Donc, ce qui veut dire que j'aurais laissé la maison telle qu'elle, ça n'aurait jamais été le cas. Et les gens qui allaient acheter ou louer cette maison allaient peut-être subir des conséquences de personnes qui avaient conservé la mort chez eux. Donc voilà, tout ça pour dire que effectivement, se faire confiance, se purifier si besoin est, oui, parce que parfois les incidences ou les entourages sont tellement négatifs qu'effectivement, quand vous êtes dedans, vous ressentez, enfin nous ressentez les choses tellement fort qu'on y allait par, comment je vais dire, il n'y avait plus de plaisir à y aller parce qu'on y allait par obligation, on va dire ça comme ça. J'avais des enfants, donc ils voulaient avoir une grand-mère, machin, donc on y allait par obligation. Le plaisir n'existait plus. Et alors, le fait de conserver ses vêtements entraînait au niveau de la vibration, du taux de vibration de la maison, une baisse tellement importante qu'on était quand même à zéro. On n'est pas à zéro, mais c'était tellement bas que vivre dans cette maison était nuisible. Alors, parfois, oui, mais parfois il faut aussi faire des démarches importantes. Maintenant, par rapport à votre question, oui, c'est la spiritualité. Si vous voulez la développer, bien sûr qu'il y a moyen de la développer en mettant des choses en place et en avançant dans votre démarche qui peut être très très intéressante. Voilà. Bien, où en étais-je? Est-ce que vous avez des questions ou bien des choses à dire? Non? Non, c'est clair, hein, comme de l'eau de roche. Alors, on parlait là de la voyance et de la médiumnité. Alors, on dit effectivement, la voyance, donc, c'est donc le travail avec des outils divinatoires, pardon. La médiumnité, quant à elle, c'est le contact avec les gens décédés. Alors, ça peut paraître un petit peu hors norme, ça peut paraître complètement fou, ça peut paraître effectivement quelque chose d'affreux et de terrible, mais que moi, enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas le cas. Alors, comment ça se développe, ce genre de choses? Je pense que, encore une fois, si je remonte dans tout mon passé, je pense que c'était bel et bien là. Et en tout cas, moi, je demande aux personnes qui viennent en consultation et qui ont des contacts avec le grand-père, le père, enfin des gens décédés qui leur sont chers, je demande à ce que les personnes viennent avec des photos papier, parce que c'est plus simple au niveau énergétique que les photos GSM, même si au niveau des GSM, c'est jouable. Et en général, oui, il y a un contact qui s'établit avec cette personne décédée et qui permet un petit peu aux consultants de recevoir un message et peut-être aussi de pouvoir mieux faire, en tout cas, mieux avancer dans son processus de deuil, sachant que les personnes que l'on perd, les parents, les frères, les sœurs, sont des êtres chers, même si on n'a pas toujours eu facile avec eux. Quelque part, perdre ses parents n'est pas toujours non plus chose aisée. Donc prendre contact avec eux et recevoir un message, je pense que c'est important. Et pour l'anecdote, dernièrement, pourtant nous avions eu des mères compliquées et on a reçu un message de ma belle-mère s'excusant de la manière dont elle s'est comportée avec nous. Il faut dire que mon épouse est une enfant non désirée et quelque part, sa maman lui a toujours porté préjudice par rapport à cet état dans lequel elle n'était pas responsable. Et alors apparemment, donc nous étions chez un ami médium et apparemment donc il y a eu un contact avec justement cette personne et quelque part elle avait l'air de tenter de s'excuser des démarches qu'elle avait faites, des attentions et des actions qu'elle avait eues de son vivant. Donc voilà, mais personnellement, lorsque j'ai des personnes en consultation et qu'on travaille la médiumnité, oui, effectivement, il y a des messages qui arrivent. Je pense que ça réconforte énormément les gens. Je pense également que ça permet également d'envisager un processus de deuil, parce qu'il n'y a rien à faire. Nous devons, nous, restant sur la terre, quelque part, je vais dire, entamer notre processus de deuil. Nous restons vivants, donc c'est pas parce qu'on entame un processus de deuil qu'on oublie la personne qui est disparue. On s'en rappelle et on peut s'en rappeler par des bons souvenirs, des belles choses, des bons trucs. On ne l'oublie pas, mais quelque part, notre chemin de vie, nous, il continue et nous avons encore des choses à accomplir ici sur la terre, mais on n'oublie pas le frère disparu, on n'oublie pas la maman disparue, même si quelque part, les parents n'ont pas toujours été adéquats. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir rentrer dans une forme de pardon. Je pense que c'est essentiel pour nous aussi de rentrer dans un système de pardon
On a fait ce qu'on avait à faire, eux ont peut-être vécu avec un système établi eux-mêmes par rapport à leur éducation, c'est possible aussi. Dieu sait ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Certains parents ont vécu la guerre, donc c'est peut-être aussi des épreuves extrêmement compliquées dont on ne parlait pas. Chez moi, mon père n'a jamais parlé de sa guerre à lui, hein, que du contraire, c'était un sujet tabou. Donc Dieu sait ce qu'ils ont vécu eux dans leur jeunesse et dans leur enfance. Et comme les parents, du moins à mon époque, on parlait pas, on parlait peu. J'avais un père très taiseux, donc je n'ai jamais su. Il y a des secrets de famille qu'il a emportés avec lui. Moi, je le regrette amèrement, c'est vrai, mais je ne saurais rien y faire. Donc, je dois admettre le fait que il y a des choses que je ne saurai jamais. Et puis voilà, c'est comme ça. Ça ne doit pas m'empêcher de continuer à fonctionner, ni continuer à vivre. J'ai des choses encore à accomplir par rapport à moi-même, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, et peut-être un jour. Dieu sait mes arrière-petits-enfants. Donc j'ai des trucs encore à accomplir. Eux ont fait leur vie, ils ont fait leur truc. Voilà, ils l'ont fait le mieux possible, je pense, avec les moyens et les outils qu'ils avaient. Donc je ne vais pas commencer, moi, en leur en vouloir pendant 107 ans. Ça n'a pas grand intérêt, c'est me nuire, moi, et me faire du mal personnellement, ou faire du mal à mon entourage. Et ça, j'ai pas envie. Je crois que la famille s'en est déjà assez chargée ainsi. Donc je ne vais pas prendre le relais de porter le mal, ça ne sert à rien. Mais par contre, pour pouvoir donner aux personnes qui viennent à la maison des messages, même si c'est des messages très, très peu, ou un mot, une phrase, je pense que là, c'est vraiment un cadeau qu'ils me font à moi, parce que d'une certaine manière, me confier la responsabilité de recevoir des messages de la part de leur oncle ou de leur père, je trouve que c'est une mission, quelque part, c'est une grosse responsabilité. Et puis si je peux leur offrir quelque chose à ce moment-là, si c'est un cadeau, ben, je trouve franchement que quelque part, on est sur un même état d'échange, en tout cas, un moment de bien-être, même si l'émotion est forte, parce que le message reçu du grand-père auquel on tenait énormément est peut-être très important, et que le grand-père avait une grande importance, et qu'au niveau sentimental, ben, c'est costaud, mais je pense à ce moment-là qu'il y a, moi j'appelle ça un échange de cadeaux, on me confie une responsabilité, et en échange, ben, je peux donner un message à la personne qui vient à la maison. Et je pense que là, on est sur une même longueur d'onde et on s'offre quelque chose à ce moment-là. Et puis la personne retourne chez elle avec quelque part un meilleur cœur et peut-être aussi cette notion de pardon par rapport à un père ou une mère qui ont été moches. Et je ne dis pas qu'on pardonne à tout le monde non plus. Je pense qu'il y a des situations où c'est extrêmement compliqué de pardonner. Mais d'un autre côté, voilà, est-ce qu'on ne devrait pas à un moment donné rentrer dans ce pardon qui nous permettra à nous, en tout cas, de vivre notre vie terrestre un peu mieux, sachant qu'on va peut-être un jour être réincarné ailleurs, autre part, quelque part, puisqu'on prétend aussi qu'on a plusieurs vies sur Terre jusqu'à être dans la réussite totale, et donc on a peut-être encore des vies à vivre, donc peut-être qu'on pourrait terminer celle-ci, en tout cas de la meilleure manière qui soit, pour peut-être entamer une autre ailleurs, d'une autre façon, le mieux possible. Enfin voilà, c'est un peu ma façon de voir les choses à l'heure actuelle, même si je n'ai pas été toujours comme ça, et que par rapport à la famille, oui, j'ai été aussi le bon rebelle de service avec les cheveux longs, le jeans, la cigarette au bec, il n'y a aucun problème, et la chope à la main, même au-delà de ça. Mais voilà, donc si on est passé par là et que quelque part on arrive à comprendre la raison pour laquelle ça s'est passé et qu'on peut aujourd'hui développer ses compétences, et sachez que nous avons tous nos propres compétences dans le domaine. On parlait de la spiritualité, on peut parler du Reiki, on peut parler de la tarologie. On a certainement chacun des choses à développer. Il suffit simplement, à un moment donné, de pouvoir se positionner, de prendre conscience qu'on a les compétences pour et qu'on peut développer quelque chose. Et surtout, arrêter d'avoir peur de travailler avec quelqu'un. Le jour où vous faites une formation Reiki et que vous posez les mains sur la personne, ça veut dire aussi quelque part vous avez acquis certaines choses, que vous êtes en accord avec vous-même et en accord avec la personne qui est couchée devant vous. Vous n'êtes ni médecin, ni avocat, rien du tout, mais vous pouvez dire à la personne en travaillant, en faisant le Reiki, si vous passez sur le genou de la personne, vous pouvez lui dire que là, j'ai un problème parce que ça chauffe beaucoup plus, ça pique, j'ai l'impression que ton genou a souffert, ne serait-il pas temps d'aller voir un médecin? On ne pose pas un diagnostic médical, on simplement on donne un avis sur un ressenti que l'on a. La réflexologie plantaire est un excellent outil aussi pour travailler les zones réflexes et permettre aussi à la personne peut-être de décoincer certaines choses. On n'est pas médecin, mais le Reiki, par exemple, est une technique qui, tout doucement, entre dans les hôpitaux. La réflexologie plantaire rentre dans les instituts pour personnes handicapées. Pourquoi?
Parce que la personne handicapée a besoin également de massage, a besoin de se sentir bien. Il y a des organismes, il y a des institutions pour les personnes handicapées qui ont des endroits qu'on appelle snoozelen, qui est à la fois un matelas, du massage, des couleurs, de la musique relaxante, ce genre de truc, qui permet à la personne handicapée de se poser et de se décontracter. Et quand vous voyez une personne handicapée, fortement handicapée, qui est tordue comme ça et qui, sur le matelas ou à l'écoute d'une musique relaxante, ben, se relaxe et cool, quelque part on a gagné quelque chose. Donc des techniques, des moyens, des systèmes existent et je pense que toutes et tous, parce que nous sommes toujours en minorité, c'est terrible, c'est comme ça, comment nous avons tous nos compétences dans le domaine. Il suffit parfois d'un peu gratter et d'un peu chercher. Maintenant, quelque part, il faut aussi pouvoir lâcher prise, c'est-à-dire que le jour où vous êtes dans une relation avec quelqu'un au niveau de la tarologie, au niveau de la numérologie, au niveau du reiki, la spiritualité, que sais-je, c'est clair que vous êtes en communion avec la personne. On parlait tantôt de la tarologie, c'est vrai que je me connecte à la personne, donc quelque part, je suis dans ma bulle avec elle, on va dire ça ainsi. Mais il est clair que si une heure après, je vais chez Colruyt faire mes courses, je ne serai plus dans ma bulle, hein. Je vais voir le produit le moins cher pour que ma facture de fin de journée ne soit pas onéreuse. Donc voilà, on aura nos moments, hein, certainement de connexion, au moment où il faut, en connexion avec la personne, lors du Reiki, lors de la médiumnité, également lors de la tarologie ou la numérologie. Après, bien sûr, nous sommes comme tout le monde, hein. Je prends un bagnole pour rentrer chez moi, je dois faire gaffe aux contraventions comme tout le monde. Mais quand on est dans notre univers spirituel, oui, effectivement, je suis en connexion avec la personne qui vient à la maison avec laquelle je travaille. Ça, c'est une évidence. Après, j'ai ma vie comme tout le monde. Donc, je vais chez Colruyt faire mes courses, ou je prends ma voiture, et voilà, donc quelque part. Mais on a chacun nos compétences et nos possibilités à peut-être un peu approfondir, à évaluer, peut-être à différents niveaux, mais pourquoi ne pas se poser la question et tenter de se dire, oui, dans les mains, j'ai un ressenti. Oui, par rapport aux personnes, je ressens quelque chose. Oui, par rapport aux animaux, j'ai un contact privilégié. Il y a des tas de choses à faire par rapport à l'animal aussi, le reiki, les massages, enfin l'ostéopathie, que sais-je. Il y a tellement de choses qui existent que c'est un peu à chacun d'entre nous de voir vraiment sur quel créneau il peut se diriger et dans lequel il se sent bien et dans lequel il est dans une relation d'aide avec l'autre personne. Voilà. Petite question? Ah. Ah. Tantôt, donc vous parliez un petit peu tout en expliquant qu'on recevait aussi les messages, tout ça, donc des défunts et tout. Donc je voulais savoir parce qu'en fait, nous on est un peu aussi dans ce système-là, sauf que je ne fais pas comme vous, mais simplement c'est que moi je suis passeur d'âme et d'autres, et on a la claire-audition aussi sur Twell, et c'est-à-dire qu'on peut même entendre, ce serait pas pour n'importe où, c'est un peu n'importe où, ça arrive n'importe où des fois, hein, c'est comme si on venait nous chercher pour les faire passer. Donc ça, à ce moment-là, moi j'ai des fois à la maison, ben, je suis obligé de faire ma petite salle d'attente parce que sinon t'emmerder tout le temps, pour avoir une vie un peu aussi normale. Donc à ce moment-là, ben, on a aussi toutes les, on va dire, les entités errantes qui viennent, que ce soit des gens suicidés, des accidents graves, des gens qui ne savent pas qu'ils sont morts, on a tout ça qui tourne aussi. Et par moment, le dernier qu'on avait eu, c'était un enfant de 7 ans qui se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Et on reçoit aussi des messages de ces personnels, même des fois, par exemple, quand on va faire des fois des passages à certains endroits, eh ben, on a des fois les parents qui sont décédés qui nous donnent des fois des messages pour leurs propres enfants. Et ça, des fois, c'est assez étonnant aussi, parce que des fois, les discours là-dedans sont assez étonnants. Et c'est comme un truc, aussi, parce que je fais beaucoup des méditations spécifiques, donc pas la méditation normale comme on va faire ou autre, c'est vraiment un style chamanisme, où là, j'ai fait des tests même sur ma propre épouse, c'est d'aller la faire rencontrer une personne qu'elle a connue, qui est décédée, et qui avait des messages à lui délivrer, qu'elle a pu la voir comme si c'était en face, en fait. Et vraiment, même moi, au début, ça m'a un peu surpris, j'avais un peu crainte de l'envoyer là-dedans, et c'est en développant tout ça qu'à un moment donné, ben, elle va pouvoir se retrouver devant la personne qu'elle avait besoin de revoir, pour avoir des explications, et pour avoir les pardons des personnes autres, ou les personnes... Alors, ma question par rapport à tout ça, comment est-ce que vous gérez ça au quotidien? Parce qu'on parle aussi de protection, d'ancrage et puis de purification, hein, donc il ne faut pas oublier non plus
Parce que moi, c'est un peu mon problème, c'est avant chaque consultation, je devrais, mais je ne pense pas toujours à moi, je pense à l'autre. Et il est important de signaler que dans votre fonctionnement, monsieur, madame, et tous les deux séparément, la purification est importante et également l'ancrage, ce genre de choses. Donc oui, alors par rapport au message, oui, ça peut effectivement être extrêmement perturbant. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment tenter de pouvoir se poser, tenter, c'est pas évident, mais en tout cas d'être aussi connecté par moment et puis dans d'autres moments également être soi et puis ne pas s'oublier soi-même. Parce que dans le cadre thérapeutique en général, aider les gens ou aider autrui, c'est génial, mais alors il ne faut pas s'oublier soi. C'est-à-dire que vous-même, vous devez avoir également vos propres projets, vos propres envies. Ça, c'est important également. C'est bien simple. Ici, nous, c'est pas notre job. Hein. Nous, on a notre propre métier à côté de tous les deux. Et simplement, c'est que pour l'instant, ça qu'on est en train de monter notre truc pour faire avoir des gens qui veulent s'intéresser à des trucs comme ça. On développe comme ça des sujets à ce niveau-là. Et c'est ça que nous, ben, ça fait déjà un sacré moment qu'on est quand même dedans et qu'on développe des choses. Par exemple, il faut aussi énormément des soins énergétiques, tout ça. Moi, je fais dans d'autres choses. Et en fait, comme on est ensemble, tout ça, nous, on est déjà âmes sœurs tous les deux. Ah oui. On s'est retrouvés il y a 4 ans. C'est ça. Et maintenant, ben, on ne s'est plus quittés. Mais bon. Oui, mais je pense que je vous rejoins sur deux choses. La première, c'est par rapport en tout cas à l'âme sœur, où je pense que mon épouse et moi, c'est pareil, dans la mesure où il nous a été dit qu'on s'est déjà connus précédemment. Donc, frère, sœur, ça veut dire qu'il y a 575 ans qu'on se connaît. Non, je plaisante, mais c'est vrai que quelque part, la manière dont on vit est logique. Et voilà, apparemment, donc on serait des âmes sœurs. Et alors par rapport à, j'aurais bien revenir 2 secondes par rapport à l'aspect chamanique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément aussi, pour avoir fait une expérience de régression, d'hypnose, et de me retrouver, comme je vous vois ici, en médecine même, en indien guérisseur, avec toute la panoplie. Hein. Donc j'étais sans doute dans une autre vie, quelque part ailleurs, je ne sais pas où, hein, voilà, mais indien guérisseur. Et alors, pour compléter, parce que je vois que vous avez des jolis tatouages aussi, je viens de terminer un tatou, n'est-ce pas, avec une tatoueuse de la région, enfin, utoise. Et alors le tatou, c'est quoi? C'est un chaman, c'est une montagne pour l'ancrage et c'est l'aigle pour la vista. Donc voilà, et ça c'est très symbolique parce que cette tatoueuse, elle procède avec des oracles. Et puis donc il y a les oracles et puis on avance dans la démarche. Et puis quand on est tombé sur le comment dit-on, pas le produit, le projet, pardon, c'était le chaman avec donc cet ancrage dans la matière. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être ancré dans la matière. C'est mon ancrage, moi, qui déconne. Et alors, l'aigle royal avec la vista pour l'intuition. Donc, vraiment, ce projet-là qui est sur mon bras correspond totalement. Et je n'ai jamais regretté de le faire pour la simple bonne raison que durant les différentes séances, et vous savez comme moi, la durée de la séance entre, on commence à 13 heures, on finit à 18 et plusieurs fois la queue leu, avec tous les soins, etc. à faire par rapport au tatou pour ne pas avoir d'infection et compagnie. Donc ce projet-là, je suis tout à fait en accord avec moi-même et la plus belle raison, c'est que durant le travail de lignage, de faire les lignes et de faire colorier l'intérieur, je n'ai jamais ressenti aucune douleur. Donc j'étais complètement dans mon projet et quelque part, ça me met peut-être le pied plus avant dans le chamanisme que je voudrais bien pratiquer aussi. Même en parlant de tatouage, c'est que des fois, il y a des tatouages qu'on a très bien pu dire, tiens, on a envie de faire un dessin comme ça, et que tout compte fait, on se rend compte que les éléments qui sont dedans sont quelque chose qu'on va vivre par après et qui vont nous donner les choses. Oui. Et, oui. Oui, et alors le tatou en question, c'est aussi la manière dont elle l'a représenté. Ben voilà, on était en accord également dans cette démarche, donc c'était pile poil ce que je voulais. Je peux vous le montrer, hein, mais voilà. Mais voilà, donc effectivement. Moi, je suis partisan aussi de la protection à la maison et par rapport aux techniques que vous employez de se protéger soi-même. Maintenant, moi, je n'ai qu'un seul problème, c'est de me connecter avec quelqu'un qui m'était très cher, parce que sentimentalement parlant, je n'y arrive pas. Et j'aimerais tellement savoir sur cette personne, pourquoi elle est décédée. Alors, il y a 2 versions. Soit elle est morte en travaillant au fer à souder, et le fer à souder a attaqué le coton et elle a brûlé, ou alors elle s'est suicidée. Et ça, j'aimerais bien un jour pouvoir, ou alors je demande à quelqu'un d'autre, mais j'aimerais vraiment le faire moi-même et que j'ai son message à lui vis-à-vis de moi. C'était un ami, donc c'est vraiment un gars, on avait plein de projets. Et figurez-vous que je lui ai envoyé un message le lundi, le jour où il est décédé. Donc comme quoi, il y a parfois des drôles de synchronicité. Mais je ne sais pas.
Et la famille également, soit on étouffe l'histoire, soit on ne veut pas en parler, soit on ne sait pas, soit on n'en parle pas. Donc voilà, c'est vraiment un truc, ça c'est un de mes objectifs, de pouvoir me connecter avec lui pour recevoir le message. Mais non, je n'attends pas, j'attends pas un truc énorme, mais enfin, j'aimerais tellement savoir ce qui s'est réellement passé, parce que voilà. Mais ça, là, j'avoue que je peux travailler pour autrui, mais pour moi-même, voilà, c'est pas toujours comme on dit, marchand de chaussures, le mieux servi. Donc, voilà. Pardon? Moi, j'ai le même problème que vous avec la même chose. Ah, ok, mais écoutez, on va se rencontrer. Voilà. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Moi, j'ai 2h15. C'est possible? 35. Je retarde. Bien, bien. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais peut-être vous apporter 2, 3 éléments pour, si vous voulez bien, développer peut-être la médiumnité, si vous le désirez en tout cas. Alors, la médiumnité peut se développer de plusieurs manières. Par la méditation, bien sûr, par des exercices de visualisation. Donc, on peut commencer par des exercices assez simples de visualiser des couleurs. Le mauve, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Donc, fermez les yeux et laissez venir la couleur à soi et essayez de s'en imprégner un maximum. Ça peut être, voilà, si vous avez facile dans cette technique, pourquoi pas. Également, l'ouverture d'esprit, oui, bien sûr, on en a parlé. Donc, travailler l'intuition, travailler ses compétences, ne pas avoir peur du rapport que l'on a avec autrui, d'un ressenti que l'on a, de quelque chose qui passe, de se dire, mais oui, je ressens ça, mais je ne suis pas en danger et elle non plus. On parle également des cercles de médiums. C'est vrai que dans certaines villes, voilà, des médiums viennent faire des séances également de spiritisme. Je sais que ça se fait dans la région liégeoise, mais voilà. Et puis, oui, il y a peut-être aussi comment je vais dire, des formations, mais bon, là, je me dis, c'est plutôt des réunions et de se voir ensemble pour comparer un peu les expériences que l'on a également. Également, que pourrais-je vous dire? Oui, qu'il y a également plusieurs sortes de médiumnité. Alors, vous me parliez de la clairaudience. Alors, la clairaudience, donc, en 2 mots, c'est vous percevez des messages, c'est ça. La clairaudience, on sépare, c'est par l'oreille, en fait, c'est ça, la clairaudience. Alors, il y a différents canaux de médiumnité, on va parler ainsi. Il y a donc la clairaudience, il y a le clair touché, la clair sentience, qui est la connexion médiumnique en sentant les odeurs, l'incorporation, également l'écriture intuitive, l'intuition qui est une connexion médiumnique, également la clairvoyance qui est également une faculté que l'on peut développer. Moi, je dois avoir la clairvoyance et la clairaudience réunies. L'intuition également, bien sûr. Et alors, quelque chose qui est intéressant également, c'est le domaine des objets. On a parlé des êtres humains, on a un peu parlé des animaux également, des chats par exemple, qui se positionnent toujours à l'endroit où vous avez mal par exemple. Également au niveau des... Attendez, j'ai perdu le fil là. Je disais... Voilà, merci. Des objets, c'est des jours comme ça. Donc des objets, effectivement, chaque objet donc, révèle une mémoire. Donc on peut très bien se connecter à l'objet, également ressentir certaines choses par rapport à si vous avez un jour quelqu'un qui vous demande un petit peu de ressentir l'énergie de l'objet, le prendre en main, fermer les yeux et laisser un peu venir à vous l'énergie de cet objet. C'est intéressant également de voir un petit peu ce que l'objet envoie également. Également, on peut, par rapport aux objets, important également, si vous recevez des objets en or, par exemple, de Tante Lulu, ou des choses comme ça, important de les recycler, c'est-à-dire que si... quelqu'un est décédé d'un cancer, ce genre de choses, portant ces objets, il est possible que l'objet soit porteur également de ce genre de maladie. Alors en feng shui et en énergétique, on recommande que cet objet soit purifié, donc à l'ensemble de purification, ou alors qu'il soit refondu sous une autre forme, de manière à ne plus avoir le même impact qu'il avait. Bon, ce sont des précautions que l'on peut prendre, mais parfois simplement, le purifier à l'ensemble de purification permet également que l'objet soit un petit peu enlevé des différentes scories, on va dire ça ainsi, que la tante Lulu a mis dedans. Voilà, c'est important aussi de mettre des objets qui sont le plus purs possible. Alors,
ici au niveau de l'Assemblée, on a certainement tous un talent. Et les objets parfois révèlent énormément de choses, donc c'est simplement prendre l'objet, se connecter à l'objet, fermer les yeux et laisser venir à soi un petit peu des images, des sensations, ce genre de choses qui permet un petit peu de ressentir l'objet et qu'il a peut-être que cet objet a peut-être une valeur et quelque chose à avoir entre deux personnes. On appelle ça la psychométrie. Donc vous avez la clairaudience, la clairsentience, voilà, la clairvoyance, c'est pas mal de choses, la clarté dans quelque chose et l'empathie également que l'on peut avoir l'un envers l'autre et qui permet un petit peu d'avancer dans des projets et de discuter ensemble. Voilà. Des questions. Donc vous avez Des questions. Pardon. La clairaudience et la clairvoyance. Et l'intuition. Oh oui. Voilà. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez quelque chose. Qu'il est, moi j'ai une montre qui va à volo. Il est moins quart. Ah, on est jusqu'à 16 heures, non, c'est pas vrai. Voilà, si vous avez des questions, des interventions, moi je suis ici également ce soir et demain. Donc il ne faut pas hésiter à passer au stand. Et puis, si vous voulez discuter avec moi de certaines choses qui vous préoccupent, c'est avec grand plaisir. Sachez simplement que, comme conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a chacun cette intuition et qu'il ne faut pas avoir peur de la faire fonctionner. On parle ici de médiumnité, c'est vrai que vous avez raison de dire que parfois nous avons dans nos maisons des entités qui existent et qu'il y a des âmes dans le bas astral qu'il faut faire monter, c'est important, effectivement. Et puis que les pasteurs de mémoire comme vous êtes sont des gens utiles puisqu'ils permettent aux gens décédés, aux âmes de pouvoir aller là où elles doivent être et de terminer quelque chose là-bas en tout cas. C'est un peu ce qu'on dit. Et les pasteurs d'âmes, ce sont des personnes qui, en 2 mots, eh bien, aident l'âme à monter, l'âme à aller là où elle doit être et ne pas voyager dans une maison. Un petit conseil, je ne sais pas si vous le partagez parce que vous êtes fort dans le domaine. Moi, personnellement, je n'utilise pas de table Ouija. Ok. Ok, donc la table Ouija, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est la fameuse table avec les lettres, avec les chiffres, et alors on se met autour, on met un verre dessus, et on pose une question, et hop, le verre s'emballe et va vers le 1. Et apparemment, donc cet exercice permettrait aussi à des entités non désirées de rentrer dans la maison, et à ce moment-là, pour vous en débarrasser, il faut presque faire appel à des gens spécialisés. Donc personnellement, le Ouija, je n'utilise pas. Moi, c'est le tarot, c'est la numérologie, c'est la voyance, c'est la médiumité, c'est le pendule également. Si vous avez un pendule à la maison, important de pouvoir vous procurer également des cadrans. Des cadrans, ce sont des demi-cercles pour travailler votre pendule. Et bien sûr, au départ, demandez au pendule qui disent oui, qui disent non. Et puis le nettoyer, le renforcer également pour que votre pendule soit toujours actif. Donc voilà, je pense qu'autour, dans cette assemblée, je pense qu'on a chacun un petit peu ses talents et ses compétences, ses possibilités. Voilà. Je voulais vous remercier vraiment pour votre attention et merci pour l'intérêt que vous portez à notre drôle de métier. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin d'après-midi et un bon week-end. Merci à vous.